Aujourd'hui, on parle de dépôt de brevet. Je vais vous lire la question qu'on m'a posée précisément. Comment protéger une innovation technique qui peut être facile à produire, reproduire? Il est souvent inquiétant de se lancer par peur du vol et c'est surtout vrai avec les idées techniques simples et inédites. Merci pour tes vidéos et bonne continuation. Alors là, tout dépend justement de ce que vous entendez par technique. Je peux vous donner un exemple de quelque chose de simple et technique qui a été breveté. Voilà, je l'ai ici. C'est un Opinel. Tout le monde connaît. Et surtout, c'est ce système-là, le virobloc, qui est le petit système qui permet de tourner pour fermer en position fermée et sécuriser dans la poche. Vous tournez un peu, vous pouvez ouvrir et vous retournez un peu, hop, et c'est fermé en position ouverte. Donc ce système-là a été breveté en 1955 par Opinel. Pourquoi ça a été breveté? Parce que c'est une innovation technologique. Voilà, personne n'avait pensé à faire de système pour bloquer une lame avec ce système-là. C'est pas une innovation très complexe, mais c'est une invention. Et cette invention a été déposée. Alors le brevet n'est plus valide depuis longtemps. La marque, Virobloc, on parlera de dépôt de marque tout à l'heure, la marque est toujours la propriété d'Opinel, qui ne sponsorise pas cette vidéo, mais s'ils veulent m'en envoyer, n'hésitez pas. Le brevet n'est plus à eux, donc je pense que n'importe qui peut fabriquer un système équivalent en ne l'appelant pas le virobloc. Quelque chose peut être déposé si c'est nouveau et si ce n'est pas évident pour quelqu'un du secteur. Donc vous voyez là, il y a une part de subjectivité dans la notion d'évidence. C'est-à-dire par exemple, vous ne pouvez pas breveter le fait de fabriquer des parpaings dans un autre matériau que du béton. Voilà. Vous fabriquez des briques de construction. Si vous décidez de les faire en bois, il y en a plein qui le font, ou en un autre matériau qui n'est pas aujourd'hui utilisé, c'est pas quelque chose que vous pouvez breveter, parce que vous n'inventez rien. Il n'y a pas quelque chose qui fait une rupture technologique. Mais vous voyez, c'est un petit peu subjectif comme notion. Donc en pratique, des brevets, vous pouvez en déposer plein. Si la personne qui enregistre votre brevet n'est pas un professionnel, il va pouvoir l'enregistrer. Mais c'est pas parce que le brevet est enregistré qu'il est valide. Le brevet, il ne sera vraiment valide que quand vous aurez gagné un procès, parce que quelqu'un a essayé de vous piquer une idée. Et encore, il faudra attendre toute la procédure d'appel, cour de cassation, etc. Et une fois que toute la procédure est terminée, vous serez sûr que votre brevet, il marche. Et ce qui est sûr, c'est que le logiciel n'est pas brevetable. Donc si on parle de quelque chose de matériel, de simple, a priori, c'est brevetable, mais il faut que ce soit suffisamment novateur par rapport à l'état de l'art, et ça, va savoir si c'est suffisamment novateur ou pas. Moi, je ne vais pas vous donner la réponse. En ce qui concerne un logiciel, en tout cas, si le logiciel ne s'appuie pas sur une innovation technologique matérielle, par exemple, un exemple tout simple, si jamais vous développez un type de capteur particulier et que ce type de capteur vous permet de développer une application de santé particulière, ben voilà, là, vous allez pouvoir déposer un brevet sur le capteur et donc avoir un espèce de monopole sur l'application qui permet de l'exploiter. Par contre, si vous n'avez pas cette innovation-là, vous ne pouvez pas déposer a priori un brevet. Pour les autres cas, si par exemple vous faites une nouvelle application, genre vous inventez un espèce de Uber, si on prend le cas de Uber, c'est une application qui est innovante, mais qui ne provoque pas de rupture technologique par rapport à l'état de l'art. Donc Uber, ça vous permet d'avoir accès à des véhicules via une application. Ni l'application de mise en relation, ni le fait de conduire des véhicules ne sont des innovations au sens juridique du terme dans le cadre d'un dépôt de brevet. Par contre, c'est une innovation dans le sens d'une innovation de service, d'un service qui n'existe pas. Vous pouvez sûrement financer une innovation de ce type-là, mais par contre, vous ne pouvez pas la protéger via un brevet. Donc les deux notions sont un petit peu différentes. Attention, tout ce qui est innovation n'est pas brevetable. Pour ce qui est du logiciel, vous êtes soumis à la propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez protéger ce que vous produisez. Exactement pareil qu'un auteur peut écrire un livre et protéger son livre. Très bien. Mais une application, vous ne pouvez pas la breveter et vous ne pouvez pas la protéger contre la copie. Vous pouvez la protéger contre le vol de votre code, ça c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas protéger contre quelqu'un qui va décider de faire à peu près les mêmes écrans pour résoudre à peu près les mêmes problématiques. Et je vais vous donner une métaphore dans le monde de l'édition. Vous écrivez un livre, voilà, je ne sais pas, une histoire de pirates, par exemple, avec une île déserte, des bateaux, etc. Bon, vous écrivez ce livre, vous avez inventé un certain nombre de péripéties. Quelqu'un ne peut pas copier-coller
des éléments de votre livre. Ce serait considéré comme du plagiat. Par contre, rien n'empêche quelqu'un de faire une histoire très ressemblante à la vôtre, avec des noms de personnages qui ressemblent, mais qui soient différents, avec des péripéties qui ne s'enchaînent pas dans le même ordre, avec un élément perturbateur qui soit proche mais qui ne soit pas le même. Et cette personne-là, vous n'allez pas pouvoir l'attaquer en plagiat. Il aura copié votre livre, oui, mais il n'aura pas plagié. C'est à peu près pareil pour le logiciel. Vous pouvez déposer votre code. Il y a des solutions pour le protéger. Vous les archivez dans un système qui date votre code. Mais vous ne pouvez pas protéger votre application en tant que principe, en tant que concept, et quelqu'un peut le copier. Attention, que ce soit le cas du brevet ou le cas de la protection de votre code d'application, toutes les démarches que vous allez prendre, ce ne sont que des éléments de preuve. En pratique, si vous déposez quelque chose qui ne vous appartient pas, le dépôt est illégal. Et donc, il est nul et non avenu, considéré comme nul et non avenu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginez demain, vous allez dans une boutique, vous voyez un inventeur qui a inventé un truc, vous dites, ce truc n'est pas breveté, à mon avis c'est brevetable, je vais déposer le brevet. Hop, vous copiez son machin, vous le brevetez. Bon, très bien. Si la personne arrive à prouver qu'elle l'a inventé avant, elle a des photos, elle en a déjà vendu, elle a des factures, etc., votre brevet, devant un tribunal, il ne tiendra pas. Et c'est exactement pareil pour votre code source. Vous déposez votre code source. C'est un élément de preuve de l'antériorité de ce que vous faites. Si quelqu'un d'autre prouve par un autre biais qu'il avait l'antériorité sur vous, quand bien même vous ayez déposé quelque chose, ce sera considéré comme nul et non avenu. Voilà, il y a une jurisprudence à ce sujet-là. Donc, le vol d'une idée par le dépôt de brevet, ça marche que si quelqu'un, justement, a développé son truc dans sa cave, sans en parler à personne, et n'a aucune preuve qu'il l'a fait avant, à part son ordi, mais comme la date d'un ordi, ça peut se régler, c'est pas une info fiable. Dès que vous avez quelqu'un qui a communiqué sur un sujet et qui a été voir des tiers, ça sera considéré comme non valide à partir du moment où il y a des éléments fiables devant un tribunal qui montrent que cette personne a l'antériorité sur vous. C'est pour ça que des fois, ne pas parler du sujet, c'est même presque dangereux. Parce que vous ne pourrez pas prouver l'antériorité. Par contre, vous en parlez partout, que vous commencez à communiquer, que vous déposez une marque, etc., et que vous avez pignon sur rue, mais vous n'avez pas besoin de démontrer l'antériorité. Troisième point à propos de la propriété intellectuelle, c'est la question du dépôt de marque. Donc le dépôt de marque, c'est un peu comme les deux autres points, c'est un élément d'antériorité. La jurisprudence est aussi assez claire. Si jamais vous déposez une marque sans avoir vous-même vérifié, c'est votre responsabilité de vérifier. Donc si vous n'avez pas bien vérifié que cette marque n'est pas déjà exploitée par quelqu'un d'autre pour faire ça, quand bien même cette marque ne soit pas déposée, si elle est déjà exploitée par quelqu'un d'autre, vous n'avez pas le droit, vous, de la déposer. Donc le dépôt est nul et non avenu. Et donc tous les recours que vous pourriez faire ultérieurement pour défendre l'usage de votre marque ne seront pas valides. Et là, attention, c'est aussi très différent du droit anglo-saxon. Donc souvent, vous allez voir de la jurisprudence dans les autres pays où le comportement est différent. Attention, on est en France, c'est le droit français qui s'applique. Du moins pour les auditeurs qui sont en France, qui m'écoutent. Pour les Canadiens, j'avoue que j'en sais rien. Renseignez-vous de votre côté et racontez-le en commentaire avec plaisir. Et là, premier degré, ça m'intéresse vraiment de savoir comment ça marche, si c'est différent pour les francophones du Canada ou si c'est plutôt le droit latin qui s'applique et si c'est plus proche de chez nous. C'est quand même mieux de le déposer parce que quand vous l'avez déposé, vous pouvez l'exploiter plus tranquillement. Et surtout, quand vous l'avez déposé, vous pouvez définir des produits pour lesquels vous déposez cette marque. Donc vous pouvez par exemple le déposer pour l'ensemble des produits textiles. Donc si aujourd'hui vous faites une marque de t-shirt, mais demain vous dites je vais faire des jeans, je vais faire des sous-vêtements, je vais faire des accessoires et autres, vous pouvez déposer tout ça. Et vous pouvez déposer les mugs, tout ce que vous voulez comme produits dérivés, vous pouvez déposer tout un tas de choses. Donc pour ça, le dépôt de marque, ça vous permet de protéger des choses sur lesquelles vous n'êtes pas encore positionné, mais vous envisagez de vous positionner plus tard. Et donc vous acquérez l'antériorité sur tout ça. Et ça clarifie les choses vis-à-vis des autres. Si demain il y a une chaîne de restaurants qui veut s'appeler exactement comme vous n'avez pas déposé restaurant, vous ne pourrez pas faire un dépôt de plainte contre ces gens-là. Vous ne pourrez pas dire, ben non, ils n'ont pas le droit d'utiliser leur restaurant avec mon nom. Un exemple, un coiffeur
qui cherche à déposer la marque L'air de rien, R-H-I-R évidemment, bah lui, il va pas a priori pouvoir déposer cette marque. Peut-être qu'il va pouvoir la déposer, peut-être que l'INPI va accepter son enregistrement. Par contre, le jour où il va vouloir attaquer les autres cabinets qui s'appellent déjà L'air de rien, parce que je suis à peu près sûr que L'air de rien, il y en a 40 en France, la notion de dépôt de marque, c'est à vous de vérifier l'antériorité, c'est important. Est-ce que tu as intérêt quand même à parler de ton projet ou est-ce qu'il faut le garder secret ? Je vous ai déjà répondu à cette question dans une autre vidéo. Évidemment qu'il faut parler de votre projet. Parce que garder les choses secrètes, c'est le meilleur moyen de ne pas le faire ou de prendre du retard. Et votre idée, vous n'êtes pas la personne, l'unique personne qui a eu votre idée. Dites-vous bien qu'on est 6 milliards sur la Terre, on est 7 milliards sur la Terre. Admettons que vous êtes dans le top 1%. Ça veut dire qu'il y a déjà 70 millions de personnes aussi intelligentes que vous sur la Terre. Sur les 70 millions de personnes, il y a sûrement quelqu'un qui a réfléchi à un moment à la même problématique que vous et qui a eu la même idée. Donc, votre idée n'est pas une idée unique. Ce qui va faire que vous êtes le premier sur le marché, c'est votre capacité à transformer cette idée en un produit ou en un service. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'aller chercher des gens qui peuvent vous aider à le faire, donc d'en parler. Donc ne faites pas l'erreur que moi j'ai déjà faite. Parlez de vos projets autour de vous parce que quelqu'un peut vous les débloquer et vous pouvez avancer plus vite en parlant. La vraie et meilleure méthode pour protéger cette idée, c'est de la réaliser et d'être le premier à le faire et de squatter le marché. Je vais vous donner un dernier exemple, 2 derniers exemples. Premier exemple, c'est Google. Google n'est pas le premier moteur de recherche. Le premier moteur de recherche dont moi j'ai eu connaissance, c'est AltaVista qui n'existe plus. Peut-être qu'il y en a eu avant, je dis peut-être une connerie, pas de problème. Donc Google leur a piqué leur marché. Parce que c'est les deuxièmes à être arrivés. Donc ça peut vous arriver. Quand bien même vous essayez de protéger votre idée au max, quelqu'un peut arriver derrière vous et vous piquer votre marché. Voilà, ça c'est un premier exemple. Un autre exemple, c'est l'iPhone. L'iPhone, donc d'Apple, c'est le premier téléphone qui a été à la fois un téléphone, un appareil photo et un baladeur de musique, en étant tactile. Le premier vrai smartphone. Apple a squatté le marché pendant 2-3 ans. Google continue de squatter le marché. Pourquoi ? Parce que Google continue d'asseoir sa position dominante par son innovation. L'iPhone a pris du retard sur les points de vue techniques, purement techniques. Ils n'ont plus le meilleur appareil photo du marché. Ils n'ont plus les meilleurs écrans du marché. Je ne suis pas sûr qu'ils soient étanches, alors que certains de leurs concurrents font depuis longtemps des téléphones étanches. Voilà, tout un tas de choses qui font que l'iPhone n'est plus objectivement le meilleur téléphone du marché. Par contre, ils ont réussi à figer une partie de leur marché en ayant l'écosystème Apple. Et donc, tous les gens qui utilisent déjà l'écosystème Apple et qui sont bien avec vont continuer d'acheter des produits Apple. Donc, ils ont leur fan base, entre guillemets, les mauvaises langues diraient ça, ils ont leurs utilisateurs habitués qui trouvent ça plus ergonomique, l'écosystème Apple, et qui continuent d'utiliser l'écosystème Apple. Voilà. Google, eux, non. Eux, ils gardent une longueur d'avance sur un concurrent en étant un meilleur moteur de recherche. Le risque avec ça, c'est évidemment qu'un jour, ils perdent des parts de marché en n'étant plus le meilleur moteur de recherche. Mais ils ont déjà fait la transition. C'est-à-dire qu'avec YouTube, avec Google Drive, avec Google Doc, etc., ils sont déjà aussi dans une stratégie d'avoir leurs clients captifs qui utilisent entièrement l'écosystème Google. Mais ils continuent, sur le marché des moteurs de recherche, ils continuent d'être devant les autres, même si l'intelligence artificielle fait qu'aujourd'hui, des gens vont arrêter d'utiliser Google et vont aller sur d'autres acteurs. Et donc, peut-être qu'ils vont perdre des parts de marché dans les années à venir. Mais tout ça pour dire quoi ? C'est que vous avez l'exemple de celui qui était innovant, qui a squatté le marché, qui a piqué des parts de marché, et puis après qui n'est plus innovant, mais qui en garde quelques-unes. Vous avez l'exemple de celui qui était innovant, qui est resté innovant, et qui garde une longueur d'avance, et qui continue de squatter son marché. Dans tous les cas, toi, tu es dans la situation où tu veux conquérir le marché qui n'existe pas, donc tu n'as aucun intérêt à ne pas y aller, parce que quelqu'un d'autre va le prendre à ta place. Donc, protège pas ton idée, lance-la.